Bien, bonjour à tout le monde, ceux qui écoutez, merci d'être à l'écoute. Nous allons parler donc de la Gorsedd, de la Fraternité des Druides Barzéovat de Bretagne actuellement, et de sa contribution finalement à la culture bretonne. Voilà. Donc déjà, il va falloir expliquer comment est apparue la Gorsedd, et donc on va faire un petit retour en arrière dans le temps. Ça se passe au Pays de Galles, donc en 1792, enfin en Grande-Bretagne. Ça se passe en 1792 à Londres. Dans l'émigration galloise, on se crée en un lieu appelé Primrose Hill à Londres, Gorthes Pers Ynys Brydain, c'est-à-dire l'Assemblée des bardes de l'île de Bretagne. Et le monsieur qui crée cette nouvelle association s'appelle Edward Williams, c'est un maçon gallois autodidacte, mais il est plus connu sous son nom bardique qui est Iolo Morganwg, c'est-à-dire Georges de Glamorgan, qui est une région du Pays de Galles. Iolo Morganwg, il était persuadé que la tradition des druides s'était maintenue à travers la tradition bardique du Pays de Galles, qui est très, très riche et qui est écrite assez tôt. Et donc, pour lui, la tradition bardique du Pays de Galles représentait une lignée qui remontait à l'époque des druides. Donc, cette première réunion a lieu à Londres en 1792. Elle se passe au même endroit, Primrose Hill, qu'une réunion précédente en 1717, qui est la première réunion des druides des temps modernes et qui a été organisée au même endroit par un Irlandais un peu libre penseur qui s'appelle John Toland. Bon, voilà que la Gorsedd du Pays de Galles est lancée. Et il va se produire un autre événement, c'est qu'en 1819 à Carmarthen, au Pays de Galles, Iolo Morganwg va rejoindre et va faire une cérémonie à une Eisteddfod, c'est-à-dire une grande fête populaire galloise qui est consacrée principalement à un concours de poésie, enfin pour la partie culturelle, mais qui est aussi une grande fête agricole, comme un comice agricole, et une foire commerciale. Donc tout ça forme un ensemble. C'est d'ailleurs un peu le cas toujours aujourd'hui au Pays de Galles. Et donc la présence de la Gorsedd du Pays de Galles va apporter un peu de faste et de couleur, notamment à la nomination et à l'élection du meilleur barde du Pays de Galles. Alors la poésie galloise, c'est quelque chose de très, très codé, hein, on appelle ça le King Harness. Il y a, ça se, comment, c'est la, on utilise beaucoup de rimes internes et des allitérations. On arrive ensuite en 1838 à Abergavenny. C'est une délégation de Bretons qui se rend au Pays de Galles, et à la tête de cette délégation se trouve Ersard de la Ville-Marquée, qui va devenir l'auteur du Barzaz Brace, et donc il a obtenu une mission du ministère de l'Instruction publique pour la recherche d'anciens manuscrits gallois. Donc il arrive, il assiste à l'Eisteddfod, et au cours d'un banquet, il fait référence au combat de 5K. Alors le combat de 5K, on trouve un chant qui en parle dans le Barzaz Brace, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que lors d'un affrontement entre les troupes britanniques et les troupes françaises, il y avait d'un côté une troupe de Bretons, de l'autre une troupe de Gallois, et en montant l'assaut, ils auraient chanté donc les mêmes chants, se seraient donc retrouvés en tant que membres
d'une même communauté d'origine, c'est-à-dire les Bretons, les Celtes. Donc cet événement historique, hein, qu'on retrouve principalement, en tout cas pour cet épisode dans le Parthen's Race, avait inspiré à Alphonse de Lamartine, le grand poète, un poème qui faisait référence à une épée brisée, symbolisant en fait la séparation des Bretons du continent, hein, les Bretons d'Armorique et les Bretons de Grande-Bretagne. Donc le poème fut récité lors du banquet par un monsieur qui s'appelait Jacquelot de Bois-Rouvray, et donc la ville marquée ensuite est reçue, c'est le premier Breton qui est reçu comme membre de la Gorsedd de Pays de Galles sous le nom de Bars Nison. Il était originaire de Nison, enfin en tout cas de sa mère et la famille était originaire de Nison à côté de Pont-Aven. Alors en rentrant en Bretagne, la ville marquée rassemble autour de lui une troupe de bardes et il la nomme la Breuerie Brace, la fraternité de Bretagne, mais ce premier regroupement ne va pas avoir une postérité énorme, mais il va finir par disparaître avec notamment la ville marquée. Il faut attendre ensuite 1867. Alors, est organisé un congrès sous l'égide de la Société d'émulation des côtes du Nord, on appelait ça comme ça à l'époque. Ça se passe à Saint-Brieuc et donc viennent à cet événement plusieurs personnes du Pays de Galles et d'Irlande. Donc c'est une première réunion interceltique. Bon, ensuite, les relations sont plus ou moins suivies. Il faut attendre 1899, et donc c'est à ce moment-là qu'une délégation de Bretons, ils vont être une vingtaine, est invitée à aller à l'Estesvod de Cardiff. Donc, ça avait été préparé par des personnes localement, notamment un vieux prêtre jésuite qui s'appelait le père Haight, qui était originaire d'Irlande et il habitait Cardiff. Et donc, il a été aidé également par Edmund Fournier d'Albe, qui était irlandais et qui avait créé une association celtique à Dublin. Il avait eu l'occasion aussi de venir à Morlaix l'année précédente, 1898, où il y avait eu des fêtes bretonnes qui l'avaient marqué, et donc l'idée effectivement de fédérer un peu les initiatives des Celtes de chaque côté de la Manche lui était venue à l'idée. Et donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Bretons vont répondre à l'invitation, notamment vont être, entre autres, cornaqués par François Jaffrenoux, qui était le barde, il vivait à Morlaix à l'époque, donc il avait participé aux premières fêtes. Et donc, il va fournir 20 noms pour constituer la délégation bretonne. Donc, il y en a seulement 12 qui vont accepter sur les 20, et les 8 places manquantes vont être remplies par d'autres Bretons qui vont à ce moment-là combler le trou. On rajoute 2 sonneurs qui ont été amenés par Charles Le Goffin, qui est connu autrement comme écrivain de son côté. Et donc, c'est une délégation un petit peu composite de différents horizons de la culture bretonne, et même hexagonale, puisqu'il y a des gens qui sont là. Yves Rioux, député de Vitré, et le marquis de l'Estourbillon, député de Vannes. Il y a des journalistes, Auguste Cavalier, Guillaume Corfec, Oscar Havard, Duhamel de Balzac. Il y a même un historien, Raoul de Saint-Méloc, originaire de Saint-Malo. Il y a des musiciens comme Bourgault du Coudray,
de la future Gorsedd, Jean Le Fustec, François Jaffrenoux et François Vallée. Voilà. Donc tous ces délégués sont reçus comme barde d'honneur du Pays de Galles et en fait l'événement a aussi été préparé un glaive en deux parties que l'on peut réunir et qui va symboliser les retrouvailles entre les Bretons et les Gallois dans un premier temps. Et donc, c'est une référence au poème de 1838 de Lamartine qui avait été récité à Abergavenny. Voilà. Donc, c'est pour la première fois lors de cette cérémonie de 1899, cette épée va être rassemblée des Gallois. C'est donc pour nous la fondation réelle de la Gorsedd de Bretagne et la première cérémonie de Gorsedd d'Igor qui consiste à rassembler en fait symboliquement tous les rameaux des peuples celtiques pour célébrer ensemble ces retrouvailles. Donc en rentrant en Bretagne, une partie donc de la délégation se dit que il est temps de créer en Bretagne une association ou une assemblée qui ressemble à celle du Pays de Galles, étant donné que celle du Pays de Galles est très motrice dans la promotion et dans la défense de la culture galloise. Alors, je vais citer ce que dit Taldir, c'est tiré de son cahier, manuscrit d'ailleurs, que j'ai à la maison, dont j'ai la garde, voilà. Donc Taldir dit « Ces personnes pensaient que ce qui avait si bien servi un peuple cousin d'une autre pouvait également être pareillement utile de ce côté-ci de la mer, où la langue et les nécessités étaient identiques. Ils pensaient qu'il n'était ni déplacé ni anachronique pour une plante que de l'amener d'un champ au champ voisin. Et tels des Bretons têtus qu'ils étaient, ils partagèrent leur idée à d'autres bardes restés en Bretagne. Et ceux-là acceptèrent, et c'est ainsi que fut créée la Gorsedd bretonne, en marge du congrès de l'Union régionaliste bretonne à Vannes en septembre 1899. En 1900, ils vont se retrouver à Guingamp et jeter les bases, enfin concrètement, de la nouvelle association Gorsedd. Donc, Jean Le Fustec, sous le nom bardique de Jan ap Guliam, va devenir le premier grand druide. François Vallée, Fanche-Vallée, Abervé, de son nom bardique, et François Jaffrenoux, Taldir, de son nom bardique, vont être les meneurs de la nouvelle Gorsedd. Alors ça se passe à l'auberge de la veuve le Falcher, route de Callac à Guingamp. Et donc, on va lui donner son nom, Gorsedd, Barzet Courenes Breis Wien. Donc la Gorsedd des bardes de la péninsule de Petite-Bretagne. Alors, pour donner un petit peu l'ambiance dans laquelle ça se passe et les doutes qui déjà semblent assaillir les fondateurs, voici ce qu'écrit Taldir dans son cahier. Quoique les bardes ne sussent pas encore l'équilibre à trouver ni le chemin à suivre, quoique leurs premiers pas furent encore mal assurés et qu'ils seraient amenés à tâtonner bien des fois par la suite, à démolir ce qu'ils avaient construit ou à le rebâtir ou à le retirer finalement, il fut décidé qu'il n'y aurait dans la Gorsedd 3 ordres de rang égal, druides, bardes, ovates. Il fut décidé qu'il serait fait des cérémonies chaque année, à l'instar des cérémonies populaires de la Gorsedd de Grande-Bretagne. Donc voilà, la Gorsedd de Bretagne est partie, Jean Le Fustec est le premier grand druide. Erwan Bertou Alhueder Tréger, qui va devenir le deuxième grand druide, mais sous le nom de Khaled Volr à ce moment-là, l'épée Excalibur de la légende arthurienne.
il va élaborer le rituel en breton et Taldir se charge d'annoncer la création à la Gorsedd du pays de Galles et sollicite l'agrément de l'archidruide Uvamon et pour prendre le nom de Gorsedd, qui est toujours actuellement la désignation principale de notre association, et la demande est acceptée. Voilà si donc la Gorsedd de Bretagne est lancée. Alors, elle va rassembler des gens d'horizons très différents, mais qui ont en commun une passion pour la culture bretonne et ils sont animés du désir de la promouvoir, de la défendre et surtout de l'utiliser. Le breton sera donc la langue obligatoire lors des cérémonies. Alors la voie avait été ouverte à un breton à l'écriture normalisée déjà par la ville marquée, qui est en fait le premier grand druide de la Gorsedd avant que la Gorsedd ne soit créée. Donc cette voie qui a été ouverte déjà par la ville marquée, qui lui va suivre scrupuleusement les principes orthographiques de Le Gonidec, va continuer jusqu'à la fin du XIXe siècle, où c'est une des orthographes en tout cas qui sera utilisée. Et François Vallée, qui est un lexicologue, un grammairien, un linguiste de fond, va donner des outils à la langue bretonne et on le surnomme d'ailleurs Tadar Brezonek ou Tadariez, le père de la langue bretonne. Ses principaux ouvrages, c'est le Grand Dictionnaire français-breton qu'il va rédiger avec l'aide d'Émile Ernaud par Zargouet et à la Gorsedd, et Méven Mordian, qui est le pseudonyme de René Leroux. Ils vont surtout adapter la langue à la modernité en créant des mots nouveaux pour correspondre à l'évolution technique notamment et intellectuelle de la société. Mais ils vont le faire à partir des racines bretonnes. Voilà. C'est donc, dans le même temps, ils sont passionnés par l'Antiquité celtique et ils travaillent notamment Émile Ernaud, Méven Mordierne, François Vallée à rendre visible la civilisation celtique ancienne. Donc François Vallée va me traduire en breton un ouvrage de Méven Mordierne, le Notenu d'Iwarben ar Geltet Cause, qui est d'ailleurs resté d'actualité pour pas mal de découvertes et autres. Et c'est une mine de renseignements, en tout cas, déjà sur l'Antiquité celtique. Émile Ernaud est connu aussi pour ses recherches sur la langue. Il va publier le glossaire moyen breton en particulier, le Guériadurik Brezon Nek Garlek, donc personnellement, moi je m'en sers toujours, je vérifie un certain nombre de choses dans ce dictionnaire. Ils vont, Émile Ernaud et Abervé, donc Vallée, vont réformer l'orthographe et donc c'est ainsi que le KLT va être adopté et la Gorsedd suivra cette orthographe-là à côté du Vanté, puisque des gens comme Loïs Herrieux continuent à utiliser le Genedec, et donc ça devient une des orthographes utilisées par les membres de la Gorsedd. On a d'autres lexicologues comme Gaston Hainaut, Kistinenvohr à la Gorsedd. Et naturellement, la langue est faite pour être utilisée. On va avoir des poètes, des écrivains qui vont se retrouver. Fange Elias Abeosen, de son nom bardique, Yvon Krook, Eostic Kerinek, Jules Gros, à Ballon, Joseph Duchauchy, Arménésiaque.
j'en cite que quelques-uns parce que dans d'autres domaines, on va avoir d'autres artistes qui vont rejoindre la Gorsedd. Je pense à René Kilivic, puisque c'est un compatriote qui rentre à la Gorsedd sous le nom de Min Carlet, donc la pierre dure, et qui est un sculpteur éminent dont l'œuvre va être très très riche. Il va utiliser la terre, la pierre, la céramique, pardon. Et donc il est surtout connu aussi pour sa conception des monuments aux morts. Ça paraît étonnant, mais en fait, ces monuments aux morts sont inspirés par un esprit pacifiste. Il va mettre sur tous les monuments aux morts des mères ou des pères dans l'affliction et dans la douleur d'avoir perdu à la guerre un fils et voilà. Donc c'est une inspiration très particulière. Alors il faut comprendre comment il a été inspiré, parce qu'il a lui-même combattu dans les tranchées. Et donc après un assaut, quand les troupes se retiraient chacune dans leur tranchée, les Allemands et les Français. Donc dans le No Man's Land, entre les deux positions, il restait des blessés. Ils n'étaient pas tous morts et on ne pouvait pas toujours aller les chercher parce que, évidemment, les hostilités, on était sous le feu ennemi, c'était très difficile. Et donc, ces gens-là appelaient au secours leurs camarades entre les tranchées, c'est horrible, quoi. Et petit à petit, évidemment, leur force faiblissait, et les dernières paroles qu'on entendait, c'était Mam de Damjiko, Mam de Jikohan, de Sabeteihan. Maman vient me sauver, maman vient m'aider. Donc c'était assez prégnant. C'est ce qui a inspiré René Kilivic, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mères en costume traditionnel sur les monuments morts de Kilivic. Alors, dans d'autres domaines, parce que là on balaye très largement la culture bretonne, il y a les chansons en breton, par exemple, des chansonniers ou des auteurs de chansons vont s'y retrouver à la Gorsedd. Vallée, entre autres, va enregistrer sur rouleau de cire la voix de Maharit Fulup, informatrice de Luzel et d'Anatole Lebras. On les a toujours, ils sont en plus ou moins bon état, mais enfin, ce sont les premiers témoignages pratiquement audio qu'on ait sur les chansons bretonnes. Taldir, dans un autre domaine, va adapter le Henvrat van Hadai, donc l'hymne national gallois en breton. Il va se servir évidemment des paroles du Henvrat van Hadai et de l'air, et aussi du travail qui a été fait par William Jenkins Jones, qui est un pasteur protestant, qui d'ailleurs est enterré à Quimper, et qui est venu évangéliser les Bretons pour les convertir à la vraie religion, estimant que le catholicisme ne l'était pas. Bref, donc c'est à partir notamment de ces deux textes que Taldir va travailler. On va avoir, pour montrer un peu la diversité, un vieux militant socialiste comme Charles Roland, qui va être reçu comme druide à la Gorsedd à Roscoff en 1934, et il va faire un jeu de mots sur son nom, son druidique est Roldirol. Voilà. Et donc il traduit l'Internationale en breton. Voilà, donc le spectre est assez large de l'inspiration et des préoccupations des membres de la Gorsedd. En 1900, alors donc là on est dans les tout débuts de la Gorsedd, au mois de septembre, entre 11h du soir et minuit, et je pense quelques bolées d'un cidre qui, paraît-il, était particulièrement agréable à boire, se crée
Ticani Brace, la maison du chant de Bretagne, qui va rassembler des chanteurs et des compositeurs comme Léon Lebert, hein, à Balor à la Gorsedd, Erwan Bertou, Abguliam à ce moment-là à la Gorsedd. Et donc le but est de s'opposer d'une certaine manière à la diffusion de chansons en français, les chansons dites à la mode dans les campagnes bretonnes, bah, notamment celle de Botrel ou celle de Léon Durocher. Donc il s'agit de contrer un peu sur le plan de la chanson la pénétration des chansons en français et de mettre à l'honneur les chansons en breton. C'est très large aussi. En musique classique, on va avoir Paul Latmiro, hein, qui rentre à la Gorsedd sous le nom d'Ap Milio et qui va mettre en valeur la matière celtique en musique classique. On va en citer quelques œuvres, la suite bretonne, la rhapsodie gaélique et la prêtresse de Corridwen. Vous voyez qu'on est très large. Sur un autre plan encore, puisqu'on reste dans le domaine musical, suite à la venue régulière d'Écossais, la cornemuse des Highlands accompagne les cérémonies. Il y a aussi le bignocose et la bombarde, mais la cornemuse commence à s'implanter. Les Bretons s'habituent au son. En 1927, par exemple, à la reprise des cérémonies publiques de la Gorsedd, à Riec-sur-Belon, la Gorsedd est amenée par trois pipers, trois musiciens écossais en kilt, et donc peu à peu, cet instrument commence à s'implanter en Bretagne. Gilda Jaffrenou, donc le fils de Taldir, va être le premier breton, un des premiers en tout cas, à sonner de la cornemuse écossaise. Alors, puisqu'on est avec Gilda Jaffrenou, il va aussi agir pour élargir encore, suite aux échanges interceltiques, le chant de la musique bretonne. Donc on jouait de la harpe, par exemple, à la Gorsedd depuis le début du XXe siècle, parce que c'était une tradition, en tout cas au Pays de Galles. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes harpes, ces grandes harpes classiques, mais la harpe, disons qu'on s'était habitué au son. En 1911, donc à la Gorsedd d'Igor de Carnouët, Paul d'Iverès, Tangual à la Gorsedd, va inaugurer la pratique de la harpe pour les cérémonies de la Gorsedd. Il sera le premier à utiliser la harpe. En 1934, donc à Roscoff, vient une harpiste écossaise, Eloisa Russell Ferguson, qui joue de la harpe, et donc Gilda Jaffrenou prend les mesures de cette harpe écossaise et va réaliser en 1935 la première harpe celtique bretonne, quoi, qu'il va alors elle sonnait apparemment pas très bien, mais il va finalement améliorer la technique au fur et à mesure et deviendra un facteur de harpe reconnu. Évidemment, viendra par la suite Georges Cochevelou, qui est connu pour avoir réussi aussi une très belle harpe celtique, et puis surtout, celui qui va donner toutes ces lettres de noblesse à la harpe celtique sera Alan Stivell. Mais, voilà. Donc, c'est pareil, là on a une tradition qui s'implante en Bretagne et qui va fleurir de manière assez remarquable. Alors, tout ne se passe pas forcément comme dans le meilleur des mondes. Les guerres particulièrement vont être désastreuses pour l'ensemble de la société et naturellement pour la Gorsedd aussi. Donc la relance des cérémonies de la Gorsedd sera assez difficile après 1914. Et donc, il faudra attendre assez longtemps, parce que je vous ai parlé de la Gorsedd de Riec, 1927, c'est la première Gorsedd publique qui, donc finalement, entre la fin de la guerre 18 et 27, ça fait quand même 9 ans. Donc, c'est pas pour ça qu'il ne se passe rien, mais ces années vont être consacrées parce que beaucoup de bardes sont morts, beaucoup de druides bardes et ovates sont morts pour la France, d'autres sont fatigués, et
disons que la société a profondément évolué et que ce n'est pas facile de lancer. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien notamment dans les années 24, 25, 26, il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire Louis Le Bourhis va créer les fêtes de Cornouailles, festival, fêtes de Cornouailles, elles ont changé plusieurs fois de nom, en 1923. Et il veut en faire une fête bretonne assez caractéristique. Et donc, il confie la direction un petit peu spirituelle de la fondation des fêtes de Cornouailles à la Gorsedd de Bretagne, enfin aux membres de la Gorsedd de Bretagne. Et donc, on va avoir Taldir, Léon Lebert, donc à Balleur, Fange Gourville, Barilio à la Gorsedd, et un chanteur nommé Émile Cueff, et ils vont aider Louis Le Bourhis à mettre en place en fait les fêtes de Cornouailles et leur donner l'esprit breton. Voilà ce qui est dit. Donc à cette époque, la bannière de la Gorsedd accompagne les défilés, elle est exposée au théâtre à Quimper, et la Gorsedd contribue au rituel d'élection de la reine de Cornouailles. Donc encore aujourd'hui, il faut savoir que c'est pas un concours de seins nus ni un concours de Miss. Hein. Et il faut déposer un dossier assez argumenté et fouillé sur la culture bretonne qui est jugé par un jury. Voilà. Donc on est resté dans quelque chose de très ancré dans la culture bretonne et c'est cet esprit-là qui a été transmis par les membres de la Gorsedd avec le plein accord de Louis Le Bourhis, le fondateur. Alors, ça fait beaucoup de choses que je suis obligé de, naturellement, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails, mais c'est pour donner un panorama plus général. De cette première approche que la Gorsedd a été pionnière et a été précurseur en fait de ce qui va se passer dans la deuxième moitié du XXe siècle, de finalement tous les aspects de la culture bretonne. Après la Deuxième Guerre mondiale, comme pour la première, la reprise va être difficile. Alors là, ça se complique en plus. Taldir a été jugé, paraît-il, pour des actes qui seraient trop longs d'expliquer ici, et donc est exilé et il dirige un peu la Gorsedd à distance. Il faut attendre 1950 pour que la première cérémonie publique, donc la Gorsedd d'Igor, puisse avoir lieu. Hein, ça se passe à Trégastel. Et donc, c'est Père Loisel et Ostik Sarzau, qui est le grand druide adjoint de Taldir, qui mène en fait les activités de la Gorsedd. Alors évidemment, la Gorsedd continue d'attirer les écrivains, les musiciens, les militants bretons. Le mouvement culturel breton, de son côté, va aussi se réveiller, se développer et donc se structurer de plus en plus solidement. Voilà. Alors, je vais rappeler quand même quelques dates. En 1946, c'est la fondation de Baudradeg Arzonerian qui va regrouper les Bagadous et qui va assurer l'enseignement musical, la formation des sonneurs. En 1955, c'est Mgleo Brace qui est une association bretonnante, pareil, de promotion de la langue. Puis Cusul-Arbrezon, naquit en 1958, et donc tout ça regroupe les associations bretonnantes. En 1977 s'ouvre la première école d'Iwan et le réseau va connaître un succès grandissant. Alors parallèlement à tout ça, la Gorsedd connaît des scissions pour différentes raisons, en particulier parce que n'ayant plus un rôle aussi moteur dans le domaine culturel, pourquoi être druide bardéovat de ces années-là? Donc finalement se pose le problème de l'existence même d'un mouvement druidique
dans les temps modernes. Donc, alors, 1953, il y a déjà une première scission. En 1975, c'est la création de la confrérie philosophique des druides, à l'initiative de Corer Calandan à Nantes. Voilà. Donc, c'est d'autres préoccupations que purement culturelles se font jour parmi les membres de la Gorsedd. En 1979, Gwenran Le Squezec, qui est entré à la Gorsedd en 1967, il est élu à l'unanimité grand druide adjoint de Père-Loisel avec droit de succession. Et cette succession sera pleine et entière en 1980 à la mort de Père-Loisel. Alors, Gwenran Le Squezec, c'est quelqu'un qui est dans le druidisme, je dirais plus philosophique et plus ésotérique, plus symbolique depuis déjà quelques années. Il a même fondé des groupes qu'on appelle les pommiers, qui sont beaucoup plus symboliques. Et donc, il arrive à la Gorsedd et il comprend effectivement, puisque la Gorsedd maintenant a vu ses activités culturelles prises en charge, on pourrait dire presque par la société civile, que la Gorsedd doit se rénover et retrouver une assise qu'il va contribuer avec d'autres à établir. En 1982, après la Gorsedd d'Igor de Cambourg, il se passe un événement, c'est qu'il y a une tentative de putsch par des militants d'extrême droite qui veulent amener la Gorsedd sur un terrain qui est défendre les thèses d'extrême droite. La réaction est immédiate, c'est l'exclusion de ses membres et la mise en réflexion justement sur ce que doit devenir la Gorsedd. Et en 1983, à La Gouénière, c'est du côté de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, est élaborée il y a une réunion qui a lieu et il en sort la déclaration de la Gouénière qui va établir le fonctionnement de la Gorsedd sur 3 piliers: la fraternité, la spiritualité et la nationalité. Dès lors, la Gorsedd va élargir son activité. Elle fera jusqu'à 6 célébrations par an. Elle va fêter les grandes fêtes celtiques que sont Even ou Samhain en irlandais. Gurzaoeolgon, c'est le solstice d'hiver. Emwalch, Imbolc, ou la fête en février. Beltan au mois de mai, le Beltane des Irlandais. Et le Gurzaoeolhan, ou Gweel Mezeven, le solstice d'été, et Lunasa, qui va se confondre avec la Gorsedd d'Igor, qui a lieu le 3e dimanche de juillet, qui est une cérémonie publique, qui rentre dans la tradition d'ailleurs juste interrompue par les 2 guerres de la Gorsedd. La Gorsedd, qui était la Gorsedd de la péninsule, Gorsedd-Scourel-Sbreil-Wien, la Petite-Bretagne, devient toujours Gorsedd, Brüderies Druids et Bards de Govision Breis, la fraternité des druides, bards et ovats de Bretagne. Et elle se présente dès lors comme une société de pensée. En février 1988, lors de la fête des Moalch, la Gorsedd va préciser ses orientations philosophiques. Elle va notamment condamner les thèses de l'extrême droite, le racisme, l'antisémitisme, le césarisme politique, l'autoritarisme dans l'organisation de la société,
et elle déclare sa pleine adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948. Donc à la Gorset d'Igor qui suit sont annoncées publiquement ses orientations, les décisions de l'Assemblée de Temwalch, et une autre position, le retrait du nom de Dieu, qui était jusque-là prononcé, du texte de la prière de la Gorset, car c'est un nom qui, selon le Barzas, ne peut se prononcer qu'intérieurement. En fait, on fait silence à ce moment-là et chacun met derrière, donne le nom ou pense à la conception qu'il se fait, ou ne se fait pas d'ailleurs, de ce que certains appellent Dieu, l'être suprême, le grand architecte, je ne sais pas moi. Cela est laissé à l'appréciation individuelle. Alors ça choque certains membres, je pense notamment à Jan Brekilian, qui estime que c'est inadmissible de supprimer le nom de Dieu parce que ça ne veut plus rien dire et autres. Enfin, il n'est pas sensible aux explications qui lui disent qu'il lui est toujours loisible de le faire, mais voilà, on ne peut imposer quelque chose à d'autres, donc c'est cette relation ou cette conception est ramenée à l'appréciation individuelle de chacun. En 1995, la Gorset va faire sa première troménie des temps modernes, puisque tout le monde sait, d'après les travaux maintenant assez remarquables de Natien Laurent, que c'est un rite qui remonte au moins à l'époque des druides, et que ce sont les druides qui ont officié aux premières troménies, ou en tout cas ce qui en tenait lieu à l'époque. Nous avons sur place toujours la forêt de Nevet. Nevet est le nom du sanctuaire druidique, le Nemeton, donc il y a une certaine pertinence à revenir sur les lieux et rechercher à partir de la tradition ce qui a pu subsister de pratiques et de rituels druidiques depuis l'Antiquité. Évidemment, ça se passe différemment et à part de la troménie chrétienne, ce qui est normal, mais chacun chez soi, et le respect est dû à ceux qui le font sur d'autres bases. D'ailleurs, toujours militer pour que ce soit le cas pour tout le monde, dans le respect de ce qui existe. En 1999, la Gorset va fêter son centenaire, c'est la 100e l'année, puisque 1899-1999, c'est d'ailleurs une célébration jour pour jour, c'était dans les mêmes dates, 17-18 juillet 1899, et là 17-18 juillet 1999. Donc il y a une forte délégation de Gallois et de Corniques qui viennent, sont réalisées par la maison Henriot des assiettes commémoratives qui seront d'ailleurs exposées normalement au musée de Bretagne l'année prochaine, et des coupes faites pareil aussi par la maison Henriot, avec reprenant les principaux symboles du pays de Galles, de la Cornouaille et de la Bretagne, et il n'y en a que 3 qui ont été faites, dont une est en Cornouaille, bien sûr, elle a été offerte aux Corniques, une autre aux Gallois, et la 3e sera exposée donc au musée breton de Rennes l'année prochaine. Voilà. En 2008, Gwen de Skrezek décède. Donc, c'est Père Varik Karlok, votre serviteur, qui est élu par le Polgor, 6e grand druide donc, de Bretagne, et mon nom druidique, bardique est Morgan. Un nom que j'ai choisi parce qu'il est parfaitement compréhensible en Cornouaille et au Pays de Galles immédiatement. Cette année, la Gorset va fêter son 100e
sa 100e Gorset Tigor, sa 100e cérémonie publique. J'espère que les circonstances, les consignes sanitaires nous permettront, comme l'année dernière, de la réaliser. Et ça se passera donc à Mur de Bretagne, 17 et 18 juillet prochain. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour l'exposé, puisque j'avais limité l'étude des incidences et du rôle de la Gorset au XXe siècle, même si nous sommes entrés dans le XXIe. Voilà, nous avons fait le tour de la chose et maintenant je suis prêt à répondre aux questions des auditeurs. Alors merci Pierre-Marie. Pourrais-tu nous parler donc de la Gorset d'aujourd'hui? Par exemple, comment se passent les cérémonies? Alors, le type même d'une cérémonie, ça se passe souvent, en tout cas pour ce qui est des cérémonies de la Gorset, se passe le dimanche, hein, puisque tout le monde est libre à ce moment-là. Ça se passe par une mise en place du rituel le matin. La cérémonie a lieu le matin, toujours en extérieur. Les cérémonies touristiques de la Gorset se font toujours sous le soleil, œil de lumière, donc quel que soit le temps, ce qui est quelquefois qui peut être plus ou moins sportif. Et donc, on met en place la cérémonie, le texte est partagé par les différents intervenants, et ensuite, nous avons ce qu'on appelle des agapes. Nous déjeunons ensemble, et dans l'après-midi, nous pouvons travailler sur un sujet de préparation ou un sujet d'ordre historique ou symbolique sur la tradition druidique ou les positions que la Gorset prend. Par exemple, nous avons pris position pour soutenir naturellement ce qui s'est passé le 13 mars, donc la grande manifestation de Quimper, pour épauler aussi les défenseurs de la langue bretonne. Voilà, donc ça se passe de manière très simple, mais ce qu'il faut retenir, toujours en extérieur, quel que soit le temps. Et ne nous arrête pas, et tant pis, on fait sécher l'essai en rentrant, on se réchauffe auprès du feu à l'issue de la cérémonie, mais c'est toujours très très fort. C'est un contact avec la nature, et la nature, le cycle des saisons, en fait, on s'aperçoit que donc les célébrations druidiques suivent le cycle des saisons, et donc la nature est ce qu'elle est. Tant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, on peut survivre. Alors merci Pierre-Marie, on va s'arrêter. Kenavo, Kenavo, à Hentaguel.